Pour aller au bout de la question et céder tout de suite la parole au rapporteur, comment vous analysez ce que, par exemple, Delphine Ernotte a dit sur vous dans Le Monde en disant que Vincent Bolloré voulait la peau d'audiovisuel public? Vous nous Et expliquez, je termine juste ma bien question et je sûr. vous laisse répondre, monsieur Bolloré. Vous nous expliquez que finalement vous êtes plutôt favorable à l'audiovisuel public, que pour vous c'est une question de gestion et de périmètre sans doute, enfin vous irez sans doute plus loin et le rapporteur aura l'occasion de vous interroger. Comment vous analysez du coup cette remarque à votre endroit? Bah, écoutez, je connais bien la vie malheureusement pour l'avoir vécu un certain temps. Quand on a des problèmes, il y a 2 sortes de comportements. Premier comportement, vous reconnaissez vos problèmes. Voilà. Et puis, 2e comportement, vous dites: «C'est la faute d'un tel». Voilà, donc pour essayer de déporter l'attention de: «Il faudrait mieux gérer, il faudrait pas dépenser de l'argent», on reporte sur: «Il y a un ennemi commun» et on essaye de trouver un ennemi commun. Et moi, malheureusement, ça on peut en parler, je suis l'ennemi commun type. Je suis le bouc émissaire parfait, je suis le paratonnerre idéal, parce que je représente toutes les cases que la caste n'aime pas. Voilà, des origines familiales, des entreprises avec des salariés qui ont l'air heureux de travailler en Bretagne. Il y a même une chapelle dans le jardin, alors vous vous rendez compte. Ça, c'est le pire du pire. Donc voilà, il faut trouver un ennemi commun et je suis l'ennemi commun parfait. Mais honnêtement, nous, le service public, d'abord sur le plan personnel, ne me dérange pas du tout. Je vous dis, je ne vois rien de mal. J'ai pas de, d'abord, je regarde pas, et puis ensuite, je ne vois rien de mal dans ce qu'ils font, en particulier par rapport à ailleurs. Mais surtout, en ce qui concerne sur le plan économique et financier, nous n'avons aucune concurrence avec le service public. Voilà, Canal, c'est un groupe qui marche par abonnement, ça n'a rien à voir avec ce que fait le service public, qui vend des abonnements dans le monde entier. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc le seul truc qui pourrait être en concurrence avec le service public, ce serait peut-être CNews, qui fait, je ne sais pas, 80 millions ou 100 millions de chiffre d'affaires sur les 40 milliards de chiffre d'affaires de Canal, Hachette et compagnie. Donc, si vous voulez, on n'a aucun intérêt à être ennemi du service public. Moi, j'ai pas de problème. En revanche, c'est sûr que quand vous avez fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vous êtes arrivé chez Canal et que vous avez supprimé ce temple, il y avait les guignols, il y avait des trucs de toutes sortes. Enfin, c'était un machin, je vous dis, à 500 millions. Bon, c'était formidable, c'était très bien, hein, c'était 500 millions. Eh bien, évidemment, je ne suis pas une bonne personne parce qu'on risque de me dire, bah tiens, allez donc faire la même chose ailleurs. Ou d'autres gens pourraient se dire, tiens, va faire ce que tu as fait Bolloré ailleurs. Donc, je ne suis pas la bonne personne. C'est comme ça. Merci de ces premières réponses et je cède la parole au rapporteur. Première question assez courte, puisque pour commencer, c'est l'objet de cette audition. Même si vous avez fait mention de quelques chiffres dans votre propos liminaire. Est-ce que vous pouvez nous repréciser le pourcentage exact de votre participation dans le groupe Banigé? J'ai cru comprendre que c'était près de 5%. Est-ce que vous siégez au conseil d'administration? J'ai cru comprendre que vous ne siégiez pas. Et est-ce que vous exercez un rôle opérationnel au sein du groupe? Je crois que vous êtes qualifié dans votre propos liminaire d'actionnaire dormant. En effet, nous avons 29 de 19 ou de 18, donc ça fait à peu près 5% de Banijay, et nous avons aucun rôle. Ni moi, évidemment, ni personne de mon groupe n'a aucun rôle dans Banijay. Moi, je n'ai jamais été administrateur, je ne suis jamais allé dans les locaux de Banijay. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne connais pas leurs émissions, ne m'en veuillez pas. Mais je connais Stéphane Courbit, comme je vous l'ai dit, qui est un garçon tout à fait admirable. Merci pour votre réponse. Deuxième question, alors j'en viens peut-être à vos motivations d'investisseurs. On a vu que le groupe Banigé était parvenu au cours de son développement à maintenir à la fois un contrôle des capitaux très majoritairement français, le président l'a rappelé. On a pu voir que d'autres groupes de l'audiovisuel, comme par exemple Media One, avaient davantage ouvert leur capital, par exemple, à des fonds d'investissement américains. Monsieur Courby, à la tête de Banigé, que l'on a entendu il y a quelques semaines, a expliqué avoir pu bénéficier d'une aide importante auprès d'un terreau d'entrepreneurs français comme vous, comme monsieur Marc Ladré de la Charrière, comme Bernard Arnault. Quels étaient pour vous les rationnels, les raisons d'investissement dans le groupe Banigé, alors même d'ailleurs que vous détenez les studios de production Studio Canal? Quels sont au fond les facteurs qui ont pu guider ce choix? Et est-ce qu'à l'avenir, vous comptez peut-être monter au capital de ce groupe, ou est-ce que vous le suivez de façon un peu plus précise? Euh, il faut que je revienne 2 secondes dans le passé pour répondre à votre question. Donc moi, j'étais le 5e enfant de la 3e branche de la famille Bolloré. Je devais ne rien faire et avoir suffisamment d'argent pour rien faire. Et ça m'allait bien, hein, pour être tout à fait honnête. C'était un des buts de ma vie tout à fait délicieux. Et puis ça s'est pas passé comme ça. Il a fallu que je m'y colle, que je travaille. Et comme j'avais pas les capacités sans doute, j'ai développé un 6e sens qui est de repérer les talents.
Donc j'ai repéré en arrivant chez Canal, je crois que j'ai dû faire partir sur les 50 premiers dirigeants, 48 ou 49, j'ai repéré Maxime Saada et Grégoire Castin, etc., etc. Quand je suis arrivé chez Universal Music, chez Vivendi, on a repéré Lucian Grange. Et bah, voilà, j'ai vu Stéphane Courbit et j'ai pensé que ce garçon était un garçon tout à fait capable d'aller créer et développer un groupe. Et voilà, il y a des gens qui choisissent des tableaux, de la peinture, il y a des gens qui choisissent de la musique, il y a des gens qui choisissent la politique et qui repèrent les talents. Moi, je repère les talents économiques et financiers. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cette affaire et qu'on en sortira comme on est rentré le jour où il n'aura pas besoin de nous. Mais à l'époque, les conditions financières pour lui étaient assez difficiles. Et comme on est rentré avec des obligations convertibles avec des taux assez bas, je pense que ça l'a aidé à faire son développement. Et voilà, donc j'ai aucune intention, moi personnellement, de faire quoi que ce soit. Et à mon avis, mes successeurs, je ne sais pas, mais n'iront pas dans une affaire où il y a déjà un fondateur entrepreneur qui fait très bien. Je pense qu'il y a tellement d'opportunités d'investissement dans le monde qu'il faut essayer d'aller dans des endroits où vous avez plus de chances de réaliser des performances et pas d'aller chez les autres. Est-ce que vous ou vos représentants au conseil d'administration de Banijé, est-ce que vous veillez à ce que le groupe contribue activement à la promotion du savoir-faire culturel français, à la création d'emplois, par exemple, sur le territoire national, ou par exemple aussi au maintien effectif d'un contrôle actionnarial français? Le cas échéant, comment est-ce que ça se traduit? Bon, encore une fois, vous avez expliqué en propos liminaire que vous étiez un actionnaire dormant, mais est-ce que dans les discussions que vous pouvez avoir avec Monsieur Courbit, ce sont trois dimensions sur lesquelles vous attirez particulièrement son attention? Non, pas du tout. Je pense que c'est pas mon rôle. Je pense que c'est un grand garçon et que je ne vois pas à quel titre je pourrais lui donner des conseils. Je pense que Stéphane Courbit est très attaché à la France et qui fera tout son possible pour y rester, mais c'est pas à moi d'aller donner conseils aux autres. Donc je n'ai jamais donné de conseils à Stéphane et je ne lui en donnerai pas. Une autre question sur les contenus proposés par Banijé, même si j'ai cru comprendre dans votre propos liminaire que la télévision, vous la regardiez assez peu, à part le groupe Canal. Mais vous le savez, Banijé est aujourd'hui leader mondial du divertissement. Il est spécialisé dans les jeux, dans la télé-réalité, dans des formats aussi de type talent show. Lors de l'audition de ses dirigeants, on a appris que France Télévisions avait, de manière assez exceptionnelle, choisi de puiser dans le catalogue international de Banijé, notamment pour adapter en France une émission comme Drag Race. Alors dans ce programme, on en a parlé, notamment avec Madame Laroche-Joubert. Certains participants tiennent des propos quand même très militants qui revendiquent par exemple, je cite, je suis woke, je suis queer, je suis noir, je suis non-binaire, ou encore on est woke, on le reste et on l'assume. Bon, pourtant, cette émission est interdite aux moins de 10 ans. Elle a fait l'objet d'une campagne importante de promotion de la part de France Télévisions, y compris sur les réseaux sociaux, parfois avec des messages visant un public familial. Est-ce que vous pensez que ce type de programme est adapté et au contraire est la vocation du service public? Et est-ce que, en tant qu'actionnaire même dormant de Banijé, vous avez eu un jour à vous prononcer sur des choix éditoriaux et des choix de contenu à aller distiller sur le service public? Je suis jamais prononcé et je me prononcerai pas parce que je suis pour la liberté, ça coule dans mes veines. Et quand vous êtes pour la liberté, vous n'êtes pas simplement pour la liberté pour vous et ceux que vous aimez, vous êtes la liberté pour les autres. C'est le principe de la démocratie. Donc si les dirigeants de France Télévisions pensent que c'est bien, et voilà, il faut s'adresser aux dirigeants de France Télévisions. Mais moi, personnellement, j'ai de conseils à donner à personne. Une autre dimension dont on a beaucoup parlé en commission d'enquête concernant Banijé et concernant France Télévisions, c'est l'omniprésence des jeux, notamment sur France 2. J'ai pu voir que par exemple sur 24 heures de diffusion sur France 2, on a à peu près 9 jeux, là où sur TF1 on en a à peu près un. La majorité de ces programmes de divertissement sont produits par le groupe Banijé, notamment par Nagui, qui est aussi l'un des co-actionnaires du groupe Banijé. On a pu le voir, ces émissions génèrent des marges très élevées qui peuvent atteindre par exemple 42% pour l'émission Chacun son tour. Il y a des rapports aussi d'audit interne qui montrent que la rémunération finalement versée aux producteurs dont Nagui est bien supérieure à celle prévue dans les devis initiaux, alors qu'il s'agit d'argent public,
alors que aujourd'hui, les conditions, les efforts que l'on demande aux Français, budget après budget, sont quand même de plus en plus importants, alors que ces ressources pourraient aussi être réinvesties dans la création, dans la production audiovisuelle française et le développement de nouveaux programmes. Est-ce que vous considérez, peut-être d'un regard un peu plus extérieur, que c'est la vocation du service public, notamment sur France 2, de proposer autant de divertissement, ou est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un axe plus différenciant sur sur le service public par rapport aux chaînes privées commerciales? Moi, je pense qu'à nouveau, voilà, le problème du service public, en fait, c'est le problème de la France. Quand vous parlez du service public, vous parlez de la France. Euh, donc là, c'est quelque chose dont vous vous occupez, qui coûte 4 milliards par an aux Français. Mais quelque part, c'est la translation de la France en général. A-t-on les moyens et qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les priorités? Moi, je ne suis pas homme politique ni femme politique, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ce genre de choses. Moi, ce que je sais faire, c'est redresser des situations qui ont l'air compromises. Je l'ai fait dans le papier dans les années 80, je l'ai fait dans le transport dans les années 90, je l'ai fait ensuite dans l'audiovisuel. Donc je sais comment redresser des choses. Mais je n'ai jamais travaillé avec l'État, donc je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il faut faire avec l'argent public et où est-ce qu'il est le mieux alloué. Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans la défense? Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est dans la sécurité? Je ne sais pas. Ou dans le service public? Je ne sais pas. Mais à la limite, ce que je voulais dire en disant c'est une translation de la France, quand la France était très riche, pas de problème de mettre 4 milliards ou 5 ou 10 ou 15, peu importe, dans le service public. Ce n'est pas le sujet. Après, vous pouvez faire que le service public est plus ou moins performant et des émissions qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Mais ça, ce sont en fait les dirigeants que vous nommez là-bas qui doivent dire ce qui est bien pour leur public et ce qui est bien pour la France. Le vrai sujet, c'est a-t-on l'argent encore aujourd'hui? On sait que non. Voilà, on sait que la situation française est extraordinairement glissante. Avant, elle vacillait, mais enfin maintenant, on voit qu'on glisse sur le plan financier. Et donc la question qui se pose pour le service public, c'est comme pour la France, où l'État doit-il mettre son argent en priorité? Parce que malheureusement, les cartes de crédit, vous en avez tous, je pense. Il y a un moment où voilà, vous avez un appel du banquier. Il y a un moment où ça ne marche plus. Donc c'est ça la question. Et je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas les éléments pour y répondre. Mais je me suis retrouvé souvent, malheureusement, dans des situations difficiles où il fallait d'abord faire preuve de lucidité, parce que la première condition d'un redressement, c'est la lucidité. Voilà. C'est quelle est la vraie situation. Quelqu'un qui boit trop, tant qu'il ne se dit pas je bois trop, il ne s'arrêtera pas de boire. Ou quelqu'un qui est trop gros, tant qu'il ne s'arrêtera pas de manger, continuera à être avec du surpoids. Donc quelqu'un qui se trouve dans une situation financière difficile, tant qu'il ne le reconnaît pas, il ne fera pas d'effort. Donc ça, c'est la première chose, c'est la lucidité. Après, il faut analyser les raisons pour lesquelles cette situation est comme ça et essayer de trouver les moyens, c'est-à-dire les voies par lesquelles on peut redresser. Puis après, il faut trouver l'équipe. Et ça, évidemment, c'est le point fort, c'est de trouver les gens. Parce que si vous voulez faire vous-même, ça, vous n'y arriverez pas. En revanche, si vous trouvez des gens qui eux-mêmes sont capables de faire des équipes, ça marche. Et vous voyez, notre groupe, je vous dis, quand je suis arrivé, on était 800. Maintenant, alors, on n'est plus en contrôlant, mais il y a 80 000 ou 100 000 personnes qui travaillent quelque part pas loin de notre groupe. Ça s'est fait parce qu'à chaque fois, nous avons trouvé des dirigeants qui ont été capables de trouver des dirigeants qui ont été capables d'analyser les problèmes et puis du courage. Ça veut dire que les dirigeants, pour vous, actuels de l'audiovisuel public ne sont pas capables? Je ne sais pas, mais je dis simplement que ça dépend. C'est peut-être la faute de l'État aussi. Moi, si vous me donnez 4 milliards, peut-être que je ne vais pas vous dire que je ne vais pas les dépenser. Il ne faut pas jeter la pierre. Il faut dire voilà ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis le problème que vous posez. Ce n'est pas le problème de France Télévisions ou Radio France ou des services publics, c'est le problème de la France. Où voulez-vous mettre votre argent? Est-ce que vous avez de l'argent? Combien il vous en reste? Combien il nous en reste? Pardon, je m'excuse, je m'associe aux représentants du peuple, que je respecte et que j'admire par nature. Où on peut mettre notre argent en priorité? Où est-ce qu'il est le plus utile? Et je vous dis, moi, quand je vois que ça coûte 4 milliards alors que c'est les mêmes programmes que sur la 1 ou la 6, je pense que vous avez des choses que vous pouvez faire pour éviter d'avoir à mettre 4 milliards. Mais c'est un avis personnel.